Louis-Étienne Villeneuve termine son doctorat en philosophie à l'UQTR. Il a fait 2 baccalauréats, un en histoire, un en philosophie, et il a reçu la médaille académique du gouverneur général pour tous les programmes confondus à l'UQTR. Toutes les matières, il a été le meilleur au point de vue des résultats, et ce qui lui a mérité cette médaille. Donc, tous les domaines, littérature, biologie, physique, administration, il a eu les meilleurs résultats de l'UQTR quand il a fait un baccalauréat. Et ensuite, il a fait des recherches en Angleterre. On l'a invité à donner une conférence en Finlande. Il commence déjà à avoir une renommée internationale, et ça devrait aller en se prolongeant, se développant. Il enseigne aussi à l'Université du 3e âge. C'est l'histoire culturelle au niveau matériel, principalement. Vêtements. L'histoire du corps, l'histoire du vêtement. C'est ça. Alors, ce soir, il va l'expliquer lui-même, mais il va nous parler de la scientificité de l'histoire culturelle. C'est qu'il y a une question scientifique, une question philosophique toujours. Qu'est-ce qui fait qu'une recherche, une discipline, le développement d'une connaissance a un caractère scientifique ou non? Il va envisager 2 hypothèses qu'il va nous présenter au moins tantôt. Et sur ça, on applaudit et bienvenue M. Villeneuve. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Donc oui, des présentations à l'international, mais je suis quand même choyé d'avoir été invité au Cercle Est-Ouest. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter une conférence qui porte sur 2 sujets qui me tiennent à cœur. Donc, d'une part, l'histoire culturelle et d'autre part, tout ce qui est du domaine de la science. Et d'emblée, j'aimerais dire, si jamais certains d'entre vous là, sont un peu réticents à se dire, bon, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Est-ce que ça va être quelque chose de digeste ou d'accessible? Soyez pas inquiets, moi c'est toujours un souci premier dans n'importe quelle communication de mettre de l'avant la clarté. Et je pense que s'il y a quelque chose vraiment de primordial que vous pourrez retirer de cette conférence-là, mais c'est un regard différent sur ce qui fait la discipline historique, ce qui fait aussi la connaissance historique. Souvent, on a, disons, une conception qui est un peu simplifiante du travail des historiens. Et aujourd'hui, on va essayer d'analyser et de décortiquer qu'est-ce qui fait la valeur de la connaissance que développent les historiens dans leur travail. Donc, l'histoire culturelle est-elle scientifique? C'est quelque chose qui, dès le départ, oh non. Pourtant, ça fonctionnait très bien tout à l'heure. Oui. Il est pas ouvert. Ah, ouais. Donc, si on veut réfléchir sur l'histoire culturelle, il faut d'abord peut-être délimiter qu'est-ce qui est entendu par l'histoire culturelle dans le cas présent. Disons, cette définition de l'histoire culturelle va être confrontée au cadre d'analyse d'un philosophe qui travaille en philosophie de l'histoire, qui est présentement basé à l'université Harvard et qui s'appelle Avieso Tucker et qui a produit un ouvrage qui s'appelle Our Knowledge of the Past, A Philosophy of Historiography. Et c'est un ouvrage qui a été extrêmement bien accueilli par les historiens, surtout dans le monde anglo-saxon. On commence à en entendre parler un peu plus dans le monde francophone, en bonne partie parce que des chercheurs comme moi commencent à en parler de ces idées, à diffuser ces idées. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va prendre un cadre d'analyse qui a été salué par la communauté de chercheurs, de scientifiques, et on va le confronter à une pratique de l'histoire qui est de plus en plus populaire, de plus en plus dominante dans les milieux académiques et dans les milieux universitaires. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui va ressortir de cette confrontation entre un cadre d'analyse et une pratique de plus en plus répandue. Ça va faire l'objet de la première partie. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser pas à ce qui constitue des difficultés insurmontables, mais à des accros, des choses qui accrochent entre le cadre d'analyse de Tucker et l'histoire culturelle. En conclusion, je donnerai quelques bilans, quelques suggestions, autant à la défense de l'un qu'à la défense de l'autre. Et après ça, on aura vos questions
qui sont autant, selon moi, les moments les plus enrichissants des communications. C'est ce qui est le plus vivant, c'est ce qui est le plus engagé aussi. Donc le programme vous convient? Oui. Oui, ça vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Parfait. Donc, ah oui, mauvais réflexe. Parfait. Une histoire culturelle. Qu'est-ce qu'on entend par une histoire culturelle? Plutôt que de vous servir une série de définitions un peu lourdes, très abstraites, dans lesquelles on finit par se perdre, j'ai préféré commencer par l'exemple, vous donner des exemples de travaux majeurs qui sont reconnus en histoire culturelle. Et à partir de ça, on va essayer de construire justement des critères de délimitation. Ce qui est important à savoir pour le moment, c'est que l'histoire culturelle, c'est un courant qui est très fort présentement en France. Institutionnellement, il commence à avoir beaucoup de revues, il commence à avoir beaucoup de chaires de recherche qui sont concentrées spécifiquement à l'histoire culturelle. Et aux États-Unis aussi, tout ce qui est la French Theory a été extrêmement exporté, notamment par des historiens, ce qui fait qu'on retrouve en Californie beaucoup d'adhérents à cette histoire culturelle. Et là, peut-être qu'en vous disant ça, certains d'entre vous qui connaissent un peu le domaine se posent la question, se disent « Ah, mais histoire culturelle, c'est un terme qu'on a déjà entendu, qui ne date pas des années 2000. L'histoire culturelle, on en parlait déjà quand on parlait de l'histoire des tableaux, l'histoire de l'art. » Et justement, ça, c'est quelque chose qu'il faut déprogrammer de notre cerveau actuellement. Par histoire culturelle, on ne parle pas seulement de l'histoire de l'art. Ce n'est pas seulement une histoire de l'architecture, une histoire de la peinture, une histoire de la littérature. L'histoire de l'art fait partie de l'histoire culturelle, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Donc, il y a des domaines de l'histoire culturelle qui débordent du champ de l'histoire de l'art. Et parmi ces domaines, vous pensez notamment aux travaux de Michel Pastoureau. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissez. Michel Pastoureau, c'est un historien qui a travaillé sur les couleurs. Il a fait une histoire des couleurs. L'histoire des couleurs, une histoire du bleu, une histoire du noir, une histoire du rouge, une histoire du vert. Et nécessairement, s'il s'est intéressé aux couleurs, il s'est intéressé à l'utilisation des couleurs dans l'art. Mais il s'est aussi intéressé à l'utilisation des couleurs dans le quotidien. Comment le bleu, par exemple, longtemps, c'était considéré comme une couleur chaude, où le bleu, c'était considéré comme une couleur féminine. Alors qu'aujourd'hui, à l'inverse, quand on pense bleu, on pense que c'est plutôt une couleur froide, et on pense que c'est la couleur des petits garçons. Quand on a des jeunes enfants, on va souvent les habiller en bleu, quand ce sont des garçons. Quoi qu'en 2018, ça a tendance à changer. Et donc, ce regard, cette histoire des couleurs, c'est une analyse de quelque chose de plus que de l'art comme tel, c'est l'histoire des représentations, de comment on se conçoit, comment on symbolise une couleur. Parmi l'histoire culturelle, un autre nom qui est assez bien connu, c'est Georges Vigarello, qui a travaillé sur l'histoire de l'obésité, travaillé sur l'histoire de la gymnastique, des postures corporelles, il a travaillé sur l'histoire de la propreté, de la saleté. Donc ça vous donne une idée un peu des différents thèmes qui sont rencontrés en histoire culturelle. On a aussi des exemples du côté anglo-saxon. Donc, David Kushcha, qui vient de la Californie, justement, et qui a travaillé sur The Three-Piece Suit and Modern Masculinity, donc sur le vêtement masculin. En Californie, on retrouve aussi une histoire des larmes, une histoire de la naissance, par exemple. C'est tous des thèmes qui font partie de l'histoire culturelle. Dernier exemple, peut-être celui-là, vous en avez entendu parler, c'est un tome dont on a quand même commenté quand ça l'a sorti à Radio-Canada, on en a parlé quand même abondamment. L'histoire des émotions, parmi lesquelles on retrouve d'ailleurs Georges Vigarello, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi Alain Corbin, qui a travaillé sur l'histoire des odeurs, l'histoire de la sexualité, Jean-Jacques Courtine, qui a travaillé sur l'histoire des duels, notamment l'histoire de la violence. Et donc, l'histoire des émotions, c'est l'aboutissement d'une série de travaux. Auparavant, les trois mêmes auteurs avaient publié, encore chez Seuil, une histoire de la virilité, une histoire du corps. Donc, déjà là, vous avez sans doute vous
commencer sans doute à vous construire une certaine définition. On va s'intéresser plus exactement à ce que les historiens eux-mêmes ont dit de ce courant de l'histoire culturelle. Donc j'ai recensé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouvrages ou 7 articles dans lesquels les historiens se sont intéressés à essayer de démystifier ce nouveau courant d'histoire culturelle, essayer de définir qu'est-ce qui fait la particularité de ce courant-là. Et disons, la grande conclusion des bilans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'entendent exactement sur ce que c'est l'histoire culturelle. C'est une pratique qui est assez éclatée, qui est assez diversifiée. Il y a certains accords tout de même, par chance, parce que sinon la conférence d'aujourd'hui n'aurait pas eu de sens. Parmi les récurrences, la poursuite de la tradition des annales. Donc, si vous ne connaissez pas particulièrement l'histoire de l'histoire, les annales françaises, c'est une école qui a marqué le paysage de la recherche, qui est arrivée et qui a voulu se distancer d'une histoire trop concentrée sur la politique. Une histoire qui était concentrée sur les dynasties royales, une histoire qui était concentrée sur les guerres, une histoire qui était concentrée presque exclusivement sur les relations internationales. Les chercheurs des annales ont voulu investiguer davantage des sujets qui avaient été négligés, des sujets sociaux, des sujets culturels. Et pour ce faire, ils ont développé un ensemble d'outils qui empruntaient énormément à l'anthropologie, qui empruntaient énormément à la sociologie, aux théories économiques, pour se défaire du carcan d'une histoire trop tournée vers les grandes personnalités ou d'une histoire trop tournée vers les grands événements. C'est une histoire, donc, des représentations, des idées et des croyances qui sont partagées par une collectivité. Donc, quand on parle aujourd'hui le terme culture, on l'utilise un peu à toutes les sauces, mais souvent dans les débats publics, qu'est-ce qui va revenir récemment? On va parler, par exemple, de culture patriarcale, on va parler de culture du viol, on va parler de culture de l'imbécilité, par exemple. Et souvent, ce qu'on essaie de désigner par le terme de culture, ben, c'est en fait un ensemble de représentations d'idées, d'idées qui circulent, qui sont partagées par différentes personnes, jusqu'à former des pratiques et des automatismes, c'est-à-dire des comportements qui ne sont plus questionnés, comportements qui sont faits automatiquement. Si on pense notamment à ce qui était décrié dans la culture du viol, on va dire qu'il y a des choses qui sont même plus envisagées comme problématiques, tellement c'est devenu ancré dans les pratiques quotidiennes. Ou la culture du harcèlement, par exemple. On va dire que c'est quelque chose des idées qui sont tellement partagées, qui ont fini par créer des habitudes inquestionnées, des habitudes. Et donc l'histoire culturelle, elle s'intéresse à ce phénomène, ce phénomène d'idées partagées. Et donc, on va retrouver par exemple des questionnements sur, réflexions sur la culture au Moyen-Âge, par exemple. C'était quoi les idées qui étaient partagées par les différents membres d'une communauté au Moyen-Âge ou à la Grèce antique? Est-ce qu'il y avait une culture du viol à la Grèce antique, par exemple? Donc, c'est le type de questionnements qui sont investis par l'histoire culturelle, ce qui fait aussi, par la même occasion, que c'est une histoire qui est tournée davantage vers les structures du quotidien, un peu moins tournée vers, comme je vous disais, les grands événements ou les grands récits collectifs. On va s'intéresser à ce qui se passe au jour le jour dans la réalité des personnes des époques antérieures. Ça vous donne une certaine idée générale. L'histoire culturelle, je vous l'ai dit, connaît encore présentement son succès institutionnel, et ça a débuté environ dans les années 2008-2010. Au tournant de la décennie 2010, on a commencé à voir le chemin se faire pour les historiens du culturel. Et qu'est-ce qui fait leur succès en bonne partie? C'est que c'est une histoire qui est extrêmement facile à diffuser. C'est une histoire qui va intéresser les gens parce que les gens ils ont tous des pratiques du vêtement, ils ont tous des pratiques sexuelles, ils vont tous avoir des pratiques d'alimentation, par exemple. Et donc, c'est une histoire qui est très accessible. Si vous connaissez, à
Radio-Canada, Laurent Turcot. Laurent Turcot, il va présenter presque exclusivement de l'histoire culturelle. Il bâtit toute sa carrière essentiellement sur l'histoire culturelle. J'en parle parce que ça a été mon directeur de maîtrise, donc je profite des occasions pour m'affilier à lui. OK. Donc, je vous ai dit, au tournant des années 2010, l'histoire culturelle apparaît et l'ouvrage de Tucker, qui va ici être étudié, a été publié en 2004, donc juste avant que l'histoire culturelle explose. Et ça a été un ouvrage qui a été extrêmement bien accueilli par la critique. C'est un ouvrage qui a fait du bien à beaucoup d'historiens parce qu'il est venu réinsister sur le caractère objectif de la connaissance en histoire. Il y a eu, comme à la fin du 20e siècle, une perte de confiance dans le travail des historiens. On s'est mis à parler de constructivisme, on s'est mis à dire que l'histoire, c'est un récit qui est constamment écrit par les vainqueurs, par exemple. C'est une histoire, c'est un récit qui est foncièrement biaisé par les intérêts de recherche. Donc, il y a eu une perte de confiance et Tucker est arrivé et a dit, écoutez, il y a des choses qui, oui, appartiennent à l'interprétation, mais il y a d'autres choses qui appartiennent aux faits. Des choses qui appartiennent aux sciences dans l'histoire. Pour vous présenter Tucker, j'ai décidé d'y aller point par point dans une fiche qui rappelle un peu une fiche de site de rencontre. Donc, Eliezer Tucker, je l'ai dit, un chercheur à Harvard, je l'ai rencontré en personne, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, extrêmement drôle et extrêmement solide en conférence. Il y a des personnes qui ont essayé de le déstabiliser, puis il les a rabroués de manière très élégante. Donc, c'est pour, disons, avoir une idée un peu du personnage. Mais, pour connaître plus son parcours, ses idées, Tucker considère l'historiographie comme une science. Et là, à partir de maintenant, je vais utiliser dans la présentation le terme historiographie plutôt qu'histoire. Parce que le terme histoire en français, il y a un problème, c'est qu'il désigne autant l'objet qui est étudié que la discipline. On va dire l'histoire étudie l'histoire. Là, ça peut créer de la confusion. Donc, dans le monde anglo-saxon, on commence de plus en plus à utiliser le terme historiographie pour parler du travail de l'historien et le terme histoire pour parler du continuum des événements passés, des événements qui se sont passés. Au sens où on dit l'histoire, par exemple, nous apprendra des choses sur notre devenir collectif. Donc, il considère l'historiographie comme une science et il tient mordicus. Il va analyser l'historiographie sous la perspective des théories de l'information. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez moins. Si vous êtes calé en épistémologie, vous avez probablement lu un peu là-dessus. En résumé, avec une image colorée qui permet de réveiller les neurones, l'idée des théories de l'information, il y a un pointeur là-dessus. Hein? Ouais, ok. L'idée des théories de l'information, c'est de dire que le travail des historiens, essentiellement, c'est de reconstruire les chaînes entre les événements qui se sont produits, qui ont généré de l'information. Donc, un événement, ça génère de l'information, et cette information-là, elle est retransmise, jusqu'à temps qu'elle soit consignée dans une source d'archives. Ou en anglais, on parle plutôt d'evidences. Mais ici, on va parler de source, mais ça peut être un peu confus parce que là, le produit, c'est la source. Donc, les sources d'archives. Et au final, le travail de l'historien, qui est incarné par le cerveau ici, parce que pour être historien, il faut un bon cerveau, c'est de questionner la retransmission de l'information, donc le signal, entre les causes qui sont présumées existantes, qui sont soumises par hypothèse, parce que malheureusement, on ne verra jamais Alexandre le Grand conquérir la Macédoine. C'est quelque chose qui ne sera jamais observable. C'est tout le temps des choses qui sont soumises par hypothèse. Et donc, on essaie de questionner comment l'information de ces événements a été véhiculée jusqu'aux sources, en prêtant une attention particulière à ce qu'on appelle en théorie de l'information du bruit, donc toutes les influences extérieures qui peuvent venir perturber le message. Donc les témoignages qui sont imparfaits, par exemple, ou des personnes qui se sont mal rappelées d'un événement avant de l'écrire,
Donc tout le bruit, toute la désinformation qui peut participer dans la chaîne de transmission de la connaissance. Donc, le travail de l'historien, ça c'est un peu trop rapide. Le travail de l'historien, c'est pas seulement de lire les sources et d'extraire les sources de la connaissance. Ça, c'est quelque chose qui est impossible. Le travail de l'historien, c'est de prendre les sources et de les confronter entre elles le plus possible pour faire ressortir l'information qui est la plus fiable, qui est la plus susceptible d'avoir été préservée à travers le temps. Jusque-là, ça va bien? Oui. Super. Dans le cas de l'histoire culturelle, qu'est-ce que ça implique, l'histoire culturelle? Mais ça impliquerait le schéma présent. C'est qu'au lieu de parler de causes ou d'événements réels qui ont généré de l'information, on va parler d'une culture qui serait à la source de l'information qui a finalement été consignée dans les documents d'archives. Par exemple, si on veut travailler sur l'histoire du vêtement, on va regarder les documents d'archives, on va regarder par exemple des vieux contes d'un tailleur, par exemple des livres de contes d'un tailleur. Là, on va regarder, OK, qu'est-ce qu'on trouve dans le livre du tailleur. Et là, pour questionner cette information qui est retrouvée consignée, on va réfléchir sur, OK, mais c'est quoi la mode qui était présente à l'époque? Et cette mode-là, qu'est-ce qui la justifiait culturellement? Quelles idées partagées par les personnes? Par exemple, l'idée qu'il faut se distinguer le plus possible de l'animal. Comment ces idées ont pu influencer la mode qui, elle, éventuellement, a déterminé les sources qui nous sont restées aujourd'hui. Vous voyez, le travail, c'est pas de la source jusqu'au passé, mais c'est plutôt du passé qui est supposé, qui est soumis par hypothèse, jusqu'à la source. Comme un renversement dans la manière d'aborder le document d'histoire. Ensuite, Tucker va défendre que notre connaissance du passé repose sur le haut degré de probabilité de nos meilleures hypothèses. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent en histoire, parce que quand on va regarder un historien qui va parler à la télévision, si on prend le directeur de maîtrise, par exemple, qui va s'adresser à la télévision, les historiens vont souvent parler comme si tout ce qu'ils disaient étaient des faits établis. Ils vont dire, par exemple, Marie-Antoinette était borderline. Ils vont dire ça, par exemple. Mais dans les faits, ces affirmations, elles ne sont jamais à 100% avérées, parce qu'on n'aura jamais un accès direct au passé comme on a un accès direct au présent, par exemple. Je peux savoir que aujourd'hui, William Philippe porte un polo rouge. Ça, je peux le savoir à 100%. Peut-être s'il y a des sceptiques extrêmes dans la salle, vous pourrez dire que non. Mais en tout cas, sur une base non sceptique extrême, je pourrais dire à 100%. Mais dire à 100% que Néron a existé, par exemple, on ne peut jamais être sûr. Il y a toujours la possibilité, aussi infime soit-elle, que ce soit une construction historique des contemporains. Comme le sieur de la Violette, par exemple, qui actuellement fait l'objet de plusieurs débats à savoir s'il a réellement existé, par exemple. Et ça, là soyez pas apeurés. C'est la formule qu'on utilise pour exprimer le calcul des probabilités d'une hypothèse. Là, c'est pas l'essentiel de la présentation. Soyez pas nerveux. Il n'y a pas de... faut pas vivre l'angoisse. Je vais vous l'expliquer de manière large. Ça va vous donner une certaine idée. Mais disons que l'essentiel qu'il faut retenir de ça, c'est que toutes les propositions en histoire sont soumises à un calcul de probabilité, à savoir à quel point les probabilités sont fortes que la proposition soit vraie. Et donc, Tucker, c'est un probabiliste, c'est pas un réaliste extrême. C'est un probabiliste qui va dire que malheureusement, notre connaissance, c'est toujours une place pour l'incertain. Toujours une place pour l'incertain. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? Ça a été développé par Bayes, qui était un mathématicien qui a travaillé énormément en statistique, qui était aussi un philosophe, un épistémologue, et qui a été plagié, ce qui fait que la formule a été récupérée dans plein de pays sans jamais qu'on le cite. Mais le travail des historiens des sciences a réussi à identifier la source de cette information, qui était Bayes, qui était un révérend aussi, donc qui
était à l'époque où on pouvait accumuler les fonctions de connaissances. Et donc, la formule, qu'est-ce qu'elle veut dire en gros? Elle veut dire PR, c'est les probabilités. Ça, c'est assez simple. Les probabilités d'une hypothèse, ça c'est le H, probabilité d'une hypothèse. La barre, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est selon. Donc, la probabilité d'une hypothèse selon. Là, vous êtes accroché. Ouais, exact. Selon les sources, les documents d'archives, et en effet, nos connaissances préalables. On a un bon élève en arrière qui avait des bonnes réponses. Donc, très bon. Les connaissances et théories préalables. Donc, en histoire, comme dans n'importe quelle science, toutes les affirmations, toutes les propositions qu'on va faire, toutes les analyses qu'on va produire ne sont jamais à 100% objectives, distinguées de la personne qui fait le travail. On a toujours en arrière-fond des théories, des conceptions sur le monde, des propositions qu'on considère vraies sur le monde. Comme par exemple en physique, ben, on va avoir une préconception qui va être qu'il existe des lois naturelles qui sont immuables, par exemple. Sinon, on ne pourrait pas faire de la physique. On ne pourrait pas faire de la physique déterministe. Donc, le calcul, il sert finalement à identifier la proportion, la place qu'occupe chacun des éléments dans l'évaluation d'une probabilité d'une proposition. Donc, on va toujours évaluer la probabilité d'une hypothèse selon les sources et la connaissance, mais ça équivaut à la probabilité des sources selon notre hypothèse et les connaissances, multiplié par la probabilité de notre hypothèse selon nos connaissances préalables, le tout divisé par la probabilité de nos sources selon nos connaissances préalables. Là, je sais que ça devient trop simple. Et c'est pas ce qu'il faut retenir par cœur, c'est juste pour vous donner un avant-goût. Puis si jamais dans vos parties de Noël, vous voulez impressionner le monde, vous leur dire « Hey, connais-tu ça, le calcul de probabilité de Bayes? » Mais si on prend un exemple, ça va vous permettre d'avoir une bonne idée. Par exemple, si on veut savoir, est-ce que Gutenberg, qui a inventé l'imprimerie, s'est inspiré des Chinois qui avaient aussi inventé l'imprimerie auparavant? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire, disons, si on assume que Gutenberg s'est inspiré des Chinois, là on aurait notre hypothèse. Là après ça, on va regarder l'ensemble des documents d'archives qui nous sont disponibles. Est-ce que Gutenberg a fait des voyages en Chine? Est-ce qu'il a rencontré des personnes qui étaient des éditeurs chinois? Est-ce qu'il a écrit dans un journal intime « Ah, j'ai vécu une super belle rencontre avec un éditeur et j'ai décidé de prendre son invention et de l'amener en Allemagne. » Et on va confronter tout ça aussi à nos connaissances, nos théories préalables. Est-ce que c'était possible de se rendre en Chine à cette époque? Est-ce que le développement technique était suffisant en Chine pour développer une imprimerie qui ressemble à celle de Gutenberg? Donc, on va avoir tout un arrière-fond de connaissances préalables qui va nous faire une évaluation. Et quand on va confronter toutes ces informations-là, on va produire à la fin un « Ah, peut-être que ça se peut » ou on va faire un « Ah, non, il n'y a vraiment pas beaucoup de chances que ça se puisse ». Vous voyez l'idée? C'est l'idée du calcul de probabilité. Et ça ressemble énormément à comment on procède dans la vie en général. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, on va toujours accepter ou refuser en se disant « il me semble que ça ne fonctionne pas. Il me semble que, il me semble que ça a l'air d'être vrai, ça a l'air d'être plausible. » On est toujours là-dedans. C'est un mécanisme que notre cerveau utilise abondamment. Donc, ce qu'il faut éliminer de notre esprit, c'est la conception naïve du travail de l'historien, qui est l'historien va en archive, lit les documents et retranscrit l'information directement, comme si c'était des pures vérités. Évidemment, si c'était ça, ça serait tellement simple que personne ne voudrait être historien. Et on aurait déjà une connaissance définitive de pratiquement l'essentiel de l'histoire. Ensuite, jusque-là, ça va bien, vous êtes toujours intéressés, captifs. J'espère. Donc, on va soutenir que ce sont nos théories qui effectuent la médiation entre nos explications et les sources. Donc ça, ce que ça veut dire, j'ai encore un schéma, c'est l'idée selon laquelle nous utilisons toujours des théories pour produire des explications du passé.
Donc, si on revient au schéma de conception naïve, ici, comme vous remarquez, il n'y a pas la présence de théorie. Et on considère que l'historien est un interprète neutre qui absorbe l'information et qui la retransmet. Dans le cas de Tucker, l'explication du passé, elle naît en fait de la confrontation des théories, de nos meilleures théories, des théories qu'on considère les meilleures, avec les documents d'archives. Et ça, c'est tout ce qui s'est joué après le déclin, disons, du positivisme en sciences. On s'est mis, en général, à adopter cette idée que ce sont toujours la confrontation de nos meilleures théories avec les données qui produit les explications. Et les explications, ben, tout comme les hypothèses, sont soumises au calcul de probabilité. C'est simplement que dans la formule, on remplace les hypothèses par l'explication. Donc, si je vous dis, par exemple, aujourd'hui, on est tous très polis parce qu'il y a eu un changement historique au courant du 17e siècle où on s'est mis à valoriser une distance par rapport à l'animal. Ça, c'est une explication. Et qu'est-ce qui va faire qu'au final, vous allez dire « Oui, Louis-Étienne, on est d'accord avec toi » ou « Non, Louis-Étienne, on n'est pas d'accord avec toi ». C'est le calcul de probabilité que vous allez faire dans votre tête. C'est pour ça qu'il y a de l'argumentation en histoire. C'est parce qu'on essaie d'argumenter sur le taux de probabilité de nos propositions. On poursuit. Donc ça met la table, vraiment, pour les trois accros qu'on va maintenant identifier, qu'on va maintenant étudier ensemble. Le premier, c'est le défaut de la chaîne causale et la retransmission de l'information. Ce qui pourrait être exemplifié de la manière suivante. Comme je vous ai présenté plus tôt, Tucker s'intéresse à la chaîne qui lie les événements qui sont supposés par hypothèse avec les sources. Et le travail de l'historien, c'est de questionner la validité du signal qui est retransmis. Et en histoire culturelle, la question, c'est de se demander, est-ce que la culture peut être un émetteur d'informations que l'historien peut par lui-même analyser par la suite? Et c'est là qu'on retrouve un accro. Ce n'est pas un problème insurmontable, mais c'est un accro parce que les historiens de la culture, ce qu'ils voudraient, c'est que ce schéma-là fonctionne. Sauf que le problème avec la culture, c'est que tout est culturel dans l'histoire culturelle. C'est-à-dire que la source, par exemple, une culture qui valorise l'homme par-dessus la femme, par exemple, c'est un élément qui est peut-être à l'origine, mais le bruit qui va venir pervertir le signal, c'est aussi des idées qui sont partagées par d'autres personnes. Donc, par exemple, on reprend encore la même idée, une culture qui valorise l'homme aux dépens de la femme, et là, on va avoir, par exemple, un prêtre qui va dire ah non, mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit à notre époque, c'est parce que Dieu a voulu la chose de telle façon. Donc, c'est des idées qui viennent modifier le signal, qui viennent modifier le discours, mais qui sont en elles-mêmes des produits culturels. Est-ce que vous suivez bien la ligne d'argumentation là-dessus? Et pire encore, les documents d'archives, eux-mêmes, sont aussi des produits culturels. Ils font aussi partie de la culture. C'est-à-dire que l'ouvrage de Balzac, qu'on va étudier pour essayer de comprendre l'esprit romantique français, ben, c'est non seulement un produit, mais c'est aussi un élément qui a influencé la culture de l'époque. Donc, les limites entre chaque domaine dans la chaîne de retransmission de l'information sont beaucoup plus perméables que dans le cas précédent, que dans le cas de l'événement. Parce que le produit, le roman de Balzac, est aussi un producteur de culture. Et tout ça, ça crée une espèce de, non pas une chaîne causale, une chaîne d'information, mais plus un nuage, une espèce de nuage d'information où tout est interrelié, une toile d'araignée où tout est interrelié, où tout s'inter-influence. Et donc ça pose problème. Et ça pose d'autant plus problème que la culture est analysée par un historien qui est lui-même dans une culture, qui va lui-même injecter une bonne partie de ses idées, des idées propres à son temps, dans son étude du passé. Et ça, ben, ça crée certaines tensions, quelque chose qui embarrasserait beaucoup d'historiens culturels, si on respecte le schéma présenté par Tucker. Deuxième,
argument, deuxième accro, ce sont Bayes et les probabilités déloyales. Donc on vient avec le calcul et avec l'angoisse qu'il peut susciter. Dans le cas des probabilités déloyales, pourquoi on va parler de probabilités déloyales? C'est que les cultures, la définition même de la culture, c'est ce qu'on appelle en philosophie analytique surtout, c'est des générateurs de tautologie. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des générateurs d'énoncés qui vont toujours en apparence sonner comme vrais. Et ça c'est avantageux pour les historiens de la culture parce qu'ils vont dire, regardez, nos hypothèses sont convaincantes. Mais oui, c'est sûr que vos hypothèses sont convaincantes parce qu'elles s'appuient sur des propositions qui sont faites pour être vraies, qui sont faites pour être toujours vraies. Et donc, un exemple que je peux donner pour ça, en récupérant Balzac, par exemple. Donc, certains pourraient dire, certains historiens de la littérature, par exemple, qui pourraient dire Balzac, il écrivait en utilisant plusieurs mots parce que c'était au romantisme une forme d'idéalisation du détail. On va dire le romantisme, c'est l'idéalisation du détail. C'est la tentative de capter, de cerner l'instant présent dans le plus de précision possible, le plus d'acuité possible. Et ça, ben, cette hypothèse-là, elle va pouvoir être renforcée en utilisant plein d'autres ouvrages qui ont été produits à la même période. On va citer des journaux intimes, on va pouvoir citer un énorme appareil de sources parce que notre hypothèse est en elle-même assez vague, est assez permissive. Et là, peut-être qu'un historien pourra à l'inverse venir soumettre et dire « Non, mais Balzac écrivait plusieurs mots parce qu'il était payé à la lettre. » Et là, on ferait « Ah, OK, mais sur quoi on peut s'appuyer pour prouver ça? » Ben, une lettre qui a écrit peut-être à un éditeur à l'époque, ou une pratique qu'on pourrait retrouver chez certains. Donc, petite quantité de sources. Ce qui fait que notre calcul de probabilité, ben, il va se dire « Ouais, ça serait possible que ce soit ça, mais dans le fond, toutes les autres sources qui semblent dire le contraire. » Et donc, ça donne un calcul de probabilité qui est un peu boosté aux stéroïdes à cause du caractère vague de ce que c'est la culture. Il y a d'ailleurs des sociologues qui ont travaillé, essayé de sortir combien de définitions on peut donner à la culture, puis leur résultat c'était comme 42 définitions différentes. Donc, vu que la culture c'est quelque chose de vague, ça permet au calcul de probabilité d'être d'apparaître toujours très convaincant. Et donc, ça fait en sorte que, dans un cas comme Balzac, où on oppose est-ce qu'il était payé au mot, c'est pour ça qu'il écrivait plusieurs mots, ou est-ce qu'il était vraiment soucieux du détail, ça ne devient plus une question de calcul de probabilité, ça devient une question de est-ce que vous adhérez ou non à l'hypothèse que la culture existe, par exemple. Donc, vous voyez, ça vient poser problème, surtout dans une entreprise qui se veut scientifique. Dernier accro, et ça arrive à point parce qu'on va faire le signal des 10 minutes. Le dernier accro, c'est l'utilisation ad hoc pour lier les explications et les sources. Donc, je vous ai ramené encore un schéma qu'on a vu dans la présentation, c'est-à-dire on parle toujours de théories préalables, de connaissances, de théories qu'on considère les meilleures, et à partir de ces théories, on va étudier les documents d'archives dans le but d'essayer de produire ou de générer à partir d'elles des explications, le fameux pourquoi. Pas juste questionner le comment, pas juste questionner factuellement, OK, dans la Révolution française, il y a eu tel événement, ensuite tel événement, ensuite tel événement. Non, ce qu'on essaie de chercher quand on veut une explication, c'est le pourquoi. Mais pourquoi il y a eu la Révolution française? C'est quoi les causes déterminantes de la Révolution française? Pour faire ça, on a besoin d'utiliser des théories qu'on a déjà sur c'est quoi une révolution, sur c'était quoi la bourgeoisie à l'époque, par exemple. Et ces théories, en histoire culturelle, pour évaluer ce qu'on appelle en philo des sciences la valeur cognitive, disons, on pourrait dire simplement l'utilité d'une théorie en sciences, on va souvent utiliser le schéma présent. Tucker va l'utiliser aussi. C'est-à-dire, on va évaluer une théorie d'abord sur un axe qui est vertical
et qui part de les théories les plus simples, les théories qui sont les plus simples, versus les théories qui sont les plus complexes. Et en sciences, souvent, ce qu'on va chercher, surtout dans les sciences exactes, on va chercher les théories les plus simples. Si on a deux théories qui ont des résultats équivalents, mais qu'il y en a une des deux qui est plus simple que l'autre, souvent on va favoriser la plus simple parce qu'elle est plus facile à enseigner, parce qu'elle est plus facile à utiliser, parce que les résultats sont similaires. Plus une théorie devient complexe, plus on peut commencer à douter. Parce que là, il commence à avoir beaucoup de propositions. Il y a des propositions qui ont peut-être des fonctions juste de corriger certaines exceptions. Donc souvent, en philo des sciences, on va être porté à dire que plus une théorie est complexe, plus il faut s'en méfier, plus elle est, disons, douteuse. Et dépendamment de votre position, peut-être que vous considérez qu'à l'inverse, non, la complexité c'est une preuve de valeur. Nietzsche dirait par exemple que le monde est tellement complexe que la meilleure théorie, ben, ce serait une théorie qui serait hyper complexe, tellement complexe que l'être humain ne serait même pas capable de la produire. Mais dans les sciences en général, surtout dans les sciences exactes, on privilégie la simplicité. Et sur l'autre axe, qu'est-ce qu'on trouve? C'est l'étendue versus la précision. C'est-à-dire, une théorie va avoir une grande étendue lorsqu'elle va couvrir plusieurs espaces géographiques, lorsqu'elle va couvrir une longue période de temps, par exemple. Mais souvent, plus elle va couvrir large, plus elle doit devenir vague pour ne pas rencontrer de contradictions, pour ne pas engendrer d'exception. Tandis que plus une théorie va être précise, moins elle va engendrer de contradictions, moins elle va être problématique, mais moins elle va être intéressante en termes d'explication parce que, par exemple, si vous lisez un ouvrage qui traite d'un homme spécifique du Moyen-Âge, peut-être vous allez sentir, OK, mais l'utilité de ça pour ma vie quotidienne, qu'est-ce que c'est? Et l'histoire culturelle, elle se situe malheureusement ici. Les théories d'histoire culturelle, parce qu'elles sont généralement très vagues pour pouvoir couvrir d'immenses étendues, et elles ont à gérer, parce qu'elles cherchent à avoir une aussi grande étendue, plusieurs exceptions, plusieurs contradictions. Un auteur qui est un exemple paradigmatique de ça, c'est Norbert Elias, qui a produit une histoire de la civilisation. Ce qu'il va soumettre, c'est qu'à travers le temps, plusieurs raisons historiques ont fait en sorte qu'on a intégré des mécanismes d'autocontrôle. On s'est mis à contrôler notre comportement, on s'est mis à limiter notre comportement. Et il va dire que c'est un phénomène qui s'observe dans l'Occident en entier à partir du 14e siècle jusqu'au 20e siècle. On s'entend qu'à travers ça, il y a eu les guerres mondiales, qu'il y a eu plein de phénomènes de manque de contrôle, plein de phénomènes où il y avait une absence de pudeur, où on était en violence exacerbée. Et donc, ça engendre nécessairement des contradictions. Et ça, c'est problématique. Problématique parce que pour répondre à ces contradictions, il faut qu'on produise ce qu'on appelle des propositions ad hoc, c'est-à-dire des corrections qui servent juste à répondre à ces contradictions. Ça, c'est problématique. Donc, c'est les trois accros qu'on pouvait relever. Pour conclure, ce qu'on peut plaider pour l'un ou pour l'autre, que ce soit pour le cadre d'analyse de Tucker ou pour l'histoire culturelle, si on prend le parti de Tucker, il faut retenir de son analyse qu'il y a une profonde mise en garde contre les trop grandes généralisations. Ça, c'est vraiment quelque chose, s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est quand vous voyez un historien qui fait des généralisations, qui va dire, par exemple, le devenir de l'humanité, c'est le communisme, par exemple, donc de l'humanité en général, soyez prudents, faites attention. Souvent, les historiens vont essayer de produire des grandes généralisations parce que c'est ce qui va être le plus séduisant, c'est ce qui va sembler expliquer le plus de choses. Mais plus quelque chose est général, plus ça perd en précision. Et donc, plus ça perd en précision, moins dans le calcul des probabilités, ça a des chances d'être vrai. Ensuite, c'est surtout en histoire culturelle, ce que Tucker déplorerait, c'est la menace ce qu'on pourrait appeler un constructivisme sceptique à cause des difficultés inhérentes au concept de culture. Parce que le terme de culture est vague, il y a un danger
d'aboutir à dire ben, l'histoire, au final, c'est toujours de l'invention. On fait juste inventer, il n'y a aucun fait en histoire. Et l'histoire culturelle, ben, c'est un bon exemple. Tout ce qu'on fait, c'est de projeter notre propre culture dans des pratiques du passé. On fait juste projeter nos propres idées dans des choses du passé. Si vous êtes plutôt l'étonnant de l'histoire culturelle, quelque chose qu'on pourrait défendre, c'est de dire que le modèle inductif demeure préférable à celui des chaînes causales. Donc, plutôt que de parler avec l'image que je vous avais donnée tout à l'heure, les événements, les signaux, les documents d'archives, vous pourriez défendre plutôt une forme développée, là, il y a une erreur, c'est pas la conception naïve ici, ça serait une conception développée du travail de l'historien, qui serait de dire, l'historien, oui, il part toujours des sources, et à partir des sources, il produit de l'induction en utilisant ses théories. On va faire de l'induction, on va dire, OK, toutes les sources croisées ensemble semblent s'entendre sur tel élément. À partir de mes théories, je vais essayer d'expliquer cette induction. Et ça s'appliquerait mieux à l'histoire culturelle, parce que l'histoire culturelle, au final, on pourrait utiliser tous les documents d'une époque et essayer de produire à partir d'elle une certaine synthèse qui ne serait pas pris dans le problème du schéma que je vous ai présenté précédemment, où tout est de la culture. Tout est de la culture, et donc on ne peut pas mesurer qu'est-ce qui influence quoi. Dernier argument, l'histoire ne doit pas être limitée à un schème aussi rigide que ce que propose Tucker. On pourrait toujours plaider que l'histoire doit prioriser le pouvoir explicatif, donc les grandes théories qui expliquent énormément, et voire même le pouvoir thérapeutique, plutôt que les critères de simplicité ou de précision. Qu'est-ce qu'on veut dire par des critères thérapeutiques? On peut penser notamment aux histoires nationales. Comme l'histoire nationale du Québec, quand les historiens enflammés viennent parler de l'histoire du Québec, et là, ça crée chez nous un sentiment de fierté envers notre peuple. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une vertu thérapeutique. C'est une histoire qui a un pouvoir engageant chez nous, qui vient réveiller quelque chose chez soi. Il y a des historiens qui vont défendre ça, qui vont dire la vérité en histoire, c'est un prétexte pour l'effet que l'histoire peut engendrer. On veut essayer de produire une mémoire qui va nous servir dans des problèmes actuels. Et non pas d'avoir des connaissances extrêmement spécifiques, mais qui, au final, ont très peu de pouvoir d'intérêt, très peu de pouvoir. De savoir que Napoléon a éternué à telle date dans son bateau à telle seconde, ça ne nous est pas très utile. Mais d'avoir un sentiment de fierté nationale, peut-être que c'est au final un projet qui peut très bien remplir l'histoire culturelle. Merci pour votre écoute. C'est le 5 juin. Oui, le 5 juin. OK. On a une question ici? Oui, une question à suivre. Vous avez parlé de votre modèle inductif tantôt. Votre modèle inductif, il me semble que c'est la rationalisation parfaite pour tout ce qui s'appelle révisionnisme. Oui. Est-ce que le micro fonctionne? Tu le connais? Est-ce que si je parle... C'est beau, ça? Oui, ça vient. Voilà. C'est là? Là, on m'entend? Ok, bon, super. Et la technologie. Ça va mieux avec comme. Et là, la deuxième étape de la technologie, c'est est-ce que le pointeur fonctionne encore? Si j'aimerais retourner au diagramme. C'est un switch qui a été fermé, non? Bon, ben on va y aller en utilisant notre mémoire, comme on aime faire. Ok, bon, super. Donc la question c'est, est-ce que le modèle inductif finalement ouvre la porte aux approches révisionnistes? En fait, c'est une justification du révisionnisme. Oui, exact. Donc les révisionnistes vont utiliser en effet beaucoup du modèle inductif. Malheureusement, on pourrait dire aussi que le calcul des probabilités peut être aussi une justification des modèles révisionnistes, mais peut-être un peu moins, dans la mesure où, en effet, les révisionnistes, ben, souvent ce qu'ils vont plaider, par exemple, ils vont dire l'Holocauste n'a pas eu lieu. Ils vont dire
ça n'a pas eu lieu parce qu'au final, on peut nettement questionner la validité des sources qui nous sont données, et on va dire, ben, au final, les sources qu'on a utilisées pour extraire notre connaissance, ben, c'est quoi dans une mer d'autres sources qui ne nous sont pas disponibles ou qui n'existent pas? Et là, c'est à partir de ce moment-là, la démarche révisionniste, elle a toujours le même modus operandi. C'est toujours, finalement, d'aller chercher un argument par l'absurde. C'est toujours d'essayer d'aller montrer que, ah, il y a peut-être l'espace pour un doute. Il y a peut-être l'espace pour un doute. Puis une fois qu'ils ont réussi à faire ce chemin-là, de nous amener à commencer à douter, bien là, la machine, elle peut partir, la machine à révision peut partir. Le calcul de probabilité, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est utile? C'est qu'il va venir d'emblée cibler deux domaines qui sont complètement indépendants. Il va y avoir, oui, les sources, mais il va y avoir aussi l'hypothèse qui est soumise en fonction de nos connaissances préalables. Et par exemple, quelqu'un qui voudrait défendre que l'Holocauste n'a jamais eu lieu, il y aurait énormément de problèmes quand on ferait le calcul de probabilité parce qu'on dirait, oh, mais il y a tellement de connaissances préalables qui semblent appuyer le fait que l'Holocauste a eu lieu. Il y a eu, je veux dire, c'est pas juste une question de documents d'archives, c'est aussi une question de retransmission de l'information à l'oral, de ce que il y a des grands-parents, bon, des grands-parents de personnes qui vivent aujourd'hui, qui l'ont vécu, qui en ont décrit. Et donc, pour que l'hypothèse que l'Holocauste n'a pas eu lieu, ou a eu lieu vraiment dans des dimensions moins grandes que ce qu'on défend, ben, il faudrait vraiment avoir des documents d'archives supplémentaires qui viennent le dire. On ne peut pas s'en tenir juste à défendre par l'absurde, à soulever un petit doute, parce que ce doute-là, il ne s'appuie pas ni sur des connaissances préalables, ni sur des documents d'archives, et donc, dans le calcul de probabilité, ont une force très faible. Et en effet, dès qu'on tombe dans le modèle intuitif, on fait juste dire, ben, on extrait de l'information, là, on peut toujours questionner le input, d'où vient l'information, et le output, comment on interprète cette information-là. Est-ce que ça répond un peu? Oui, je trouve intéressant justement le travail avec la probabilité de chacune de ces choses. C'est un aspect qu'on voit rarement en histoire. Par définition, le travail d'historien, c'est un travail de révision. C'est du révisionnisme. Et là, amener les probabilités dans ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ouais, ça vient favoriser les bonnes révisions, ou en tout cas les meilleures révisions par rapport à des révisions qui sont plus arbitraires ou qui ont surtout une fonction, disons, idéologique, par exemple. Ça, c'est des révisions qui sont plus dangereuses souvent. La question d'André Provost. Oui. Moi, je considère la culture comme étant ce qui a resté d'après les phénomènes historiques. Par exemple, comme ce qui reste aujourd'hui. Mettons, si je prends l'exemple du mensonge des politiciens. D'où ça vient, ça? Il y a peut-être des philosophes qui ont élaboré certaines théories qui vont sous-tendre ce phénomène-là. Ou encore bien d'autres choses, parce qu'on peut parler de la circoncision, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait. À ce stade, avec cette formule-là, peut-on faire une rétrospection et trouver les racines d'un phénomène actuel dans la société? Ouais, Si c'est ça, scientifique, je ça. pense que oui, absolument. Puis, en effet, si on vient bon, j'en montrerai pas tout le PowerPoint, ça va être long, mais si on vient, en effet, l'histoire culturelle, le mandat qu'elle se donne, c'est beaucoup d'expliquer des idées qui sont encore en circulation aujourd'hui ou des pratiques qui sont en circulation aujourd'hui. Et en effet, le calcul des probabilités nous permet de faire cette rétrospection-là, ou en anglais on dit retrodiction, de revenir en arrière pour essayer de trouver la racine. La seule nuance qu'elle vient apporter, peut-être, c'est de dire que les racines qu'on va identifier de phénomènes actuels, jamais, ou en tout cas, dans très peu de cas, on va pouvoir atteindre un sentiment de vérité absolue. Et ça, c'est l'invitation de Socrate, à douter, l'invitation de Descartes à douter. Les philosophes qui ont toujours ramené l'élément du doute. Et
c'est encore présent chez Tucker, c'est l'idée qu'on va au mieux identifier des racines qui ont un très haut taux de probabilité d'être celles à la source de ce qu'on a aujourd'hui. Mais le travail de l'historien est toujours ouvert au travail ultérieur parce qu'on va toujours découvrir des nouvelles sources d'archives, on va développer des nouvelles théories qui vont probablement être plus puissantes ou qui vont avoir un plus gros pouvoir d'explication que celles qu'on avait auparavant. Et donc, il faut toujours rester ouvert comme on disait, au retravail, à la révision, au travail subséquent. Mais le calcul des probabilités, il permet ça. Il permet de se dire qu'est-ce qui est à l'origine de la circoncision. On va soumettre des hypothèses. On va regarder les documents d'archives, puis on va dire, ben, regarde, selon moi, on est à 90% sûr que ça vient de pratiques héritées de la fin de l'Antiquité, puis même du début de l'Antiquité. Jacques Rousseau? Oui, moi, je m'inquiète un peu de votre conception de la culture. Vous êtes trop jeune pour avoir connu Fernand Dumont, mais je le connais, c'est bien. Mais dans ses classes, il nous faisait toujours une distinction très nette entre ce qu'il appelait la culture de vos professeurs en anthropologie, en sociologie, une culture générale comme celle que vous décrivez, qui comporte l'alimentation, le vêtement, les modes de production, les techniques, les habitudes matrimoniales, et mettez-en. Et il distinguait ça de la culture savante, qui était beaucoup plus proche des valeurs et de l'art, un peu comme la culture de notre ministère des Affaires culturelles. Or, vous semblez avoir opté pour une conception excessivement large de la culture, et je me demande à ce moment-là si ça vaut la peine de parler d'une histoire culturelle ou si c'est pas simplement l'histoire de la société que vous décrivez. Je veux juste savoir ce que vous en pensez. C'est intéressant. Première nuance, c'est pas la définition de la culture que moi j'emploie, mais c'est celle que les historiens de la culture ou les historiens culturels vont utiliser. Moi, personnellement, le concept de culture, en effet, je le trouve extrêmement vague et extrêmement dangereux. Parce que soit il veut rien dire, ou et parce qu'il veut rien dire, il peut tout expliquer. C'est le même principe qu'en logique, les tautologies, ça veut rien dire, mais c'est toujours vrai. Donc ça, c'est en effet, c'est un premier point. Je crois que l'utilité du terme de culture, il vient lorsqu'on parle vraiment d'idées et de pratiques qui sont partagées par une communauté. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de constater qu'il y a une opposition avec ce qu'on appelle la culture savante. Parce que la culture savante, c'est pas quelque chose qui est partagé par une communauté étendue. C'est quelque chose qui est dans une communauté qui est surtout assez fermée. Et je pense que le terme de culture, disons, le fait qu'il devienne de plus en plus étendu dans l'utilisation qu'on en fait en sociologie, en anthropologie, en histoire, c'est peut-être un effet de la démocratisation aussi. On s'est mis à se dire, on ne peut pas juste faire une histoire de la culture savante, parce que là, ça devient une histoire des intellectuels pour les intellectuels. Il faut aussi qu'on fasse une histoire de la culture dans un sens large pour inclure des personnes qui longtemps ont été écartées de la pratique des historiens. Et donc, oui, disons, il y a peut-être une considération préventive qu'il faut adopter, de se dire, ben, si on étend trop le terme de culture, au final, on se met à parler de tout et de rien, et c'est vrai, et c'est une critique qui est tout à fait viable de l'histoire culturelle. Il y a des personnes qui vont faire l'histoire de la poignée de porte, il y a des personnes qui vont faire l'histoire des laisses de chiens, puis là, à un moment donné, on se dit, ben, pourquoi c'est culturel? Ça devient juste l'histoire de choses qui ont existé. Ça, c'est peut-être la très mauvaise histoire culturelle qui va prendre ce chemin-là. La très bonne histoire culturelle, je pense qu'elle va s'intéresser vraiment à des théories qui, malgré tout, vont pas nécessairement déterminer l'objet d'étude, mais l'angle par lequel on va l'approcher. L'histoire d'une poignée de porte, ça peut être intéressant si on étudie les représentations qui supportent ça. Le sentiment de sécurité, par exemple, si on fait un comparatif Canada-États-Unis, on dit, ben, regarde, on étudie les savers pour essayer de faire ressortir un portrait du sentiment de sécurité dans deux cultures différentes. Là, OK, ça peut peut-être avoir son intérêt, mais si ça devient juste une histoire des objets culturels, ben là, en effet, ça devient une histoire tout court, une histoire de ce qui a existé. Ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord.
Je vais me mettre sur la liste. L'armand vient parler? Oui. Je vais parler après moi. Bon, j'ai aimé votre exposé. Ça rejoint peut-être la question de Georges Rousseau. Disons, moi, je suis en géographie, donc je parle de la géographie. Vous savez, la géographie, au début du 20e siècle, c'était une science naturelle, grosso modo. Tandis que dans les années 60-70, la géographie devenue une science sociale, de plus en plus sociale. Et datagraphique à deux axes, simplicité, complexité, étendue. Je ne serais pas prêt à mettre la géographie au même niveau que l'histoire habituelle. Puis même, je serais pas prêt à mettre toutes les sciences sociales dans ce niveau-là. Parce que moi, il est passé par la méthode quantitative, là, tu sais, quand il y a eu ma période scientifique, scientifique, je suis aperçu que les modèles mathématiques, tout ça, expliquaient de moins en moins de choses. C'était peut-être précis, mais ça ne voulait pas dire grand-chose. Exactement. Bon, là, la question de se poser, quand tu parlais d'explication, de chaîne causale, de cause, là, pour moi, ça me faisait problème. On sait qu'à mon point de vue, il faudrait peut-être distinguer explication et compréhension. Tu connais les travaux qu'il y a eu là-dessus. Les gens me disent c'est la même chose. Ça ne serait pas une chaîne causale, je dirais, en sciences humaines et sociales. Ça serait des modèles, ça serait plutôt des modèles circulaires qui s'appliqueraient. Au lieu de parler de cause, on devrait parler plutôt de raisons, étant donné que c'est la société qui agit. Ce sont des raisons qui doivent être mises en valeur pour rendre compte de phénomènes sociaux. Tu comprends? Oui, tout à fait. Bon, je me pose une question. Je ne sais pas s'il y a une question à partir de là, mais... Il y a beaucoup à dire, puis c'est drôle parce que c'est exactement une présentation que je vais faire à Louvain le mois prochain, qui est exactement sur distinction, compréhension et explication en histoire. Donc, on ne peut plus dessus. Ça c'est sûr. En fait, moi, je suis de l'école de pensée qu'il ne faut pas trop chercher à distinguer absolument sciences humaines, sciences naturelles, ou même au sein des sciences humaines, les sciences sociales, puis au sein des sciences naturelles, les sciences exactes, puis les sciences appliquées. Puis, moi, c'est des distinctions qui sont utiles, mais moi, je préfère plutôt regarder les différents types de pratiques, les différents types de connaissances qu'on trouve dans les différentes sciences. Et ça, là-dessus, c'est intéressant de constater qu'en histoire, par exemple, il y a des procédés méthodologiques, il y a des procédés épistémologiques qui vont être à peu près exactement les mêmes que ce qu'on retrouve en biologie évolutive, par exemple. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un ancêtre commun, on va essayer de trouver une cause antérieure, puis on va regarder comment cette cause-là, elle a évolué à travers le temps. Et ça, c'est quelque chose qui rapproche l'histoire d'une discipline qui est considérée comme une science naturelle. Mais à l'inverse, en histoire, il y a aussi des choses qui échappent à des explications causales qui n'ont pas à être comprises comme étant juste dans une succession d'événements. Puis on a parlé de raisons, ça c'est un bon exemple. Il y a une compréhension qu'on peut aller chercher en histoire de ce qui est significatif, par exemple. Quel événement est significatif pour le devenir de l'humanité? Et ça, ça entre dans un autre champ. Ce n'est pas un champ d'explication causale, c'est un champ d'explication par interrelation. On va dire, pourquoi c'est significatif la Déclaration des droits de l'homme pour l'humanité? C'est parce que ça a accompli certaines valeurs qui sont primordiales pour une société, par exemple, en santé. Et donc, là, on voit qu'il y a une portion de la science comme historique qui peut être tournée vers une compréhension de la signification, de ce qui est signifiant, tandis qu'il y a une autre portion qui peut être tournée vers l'explication de chaîne causale. Puis ça n'a pas à être absolument tranché. L'histoire doit absolument faire ça, l'histoire doit absolument faire ça. Ce qu'il faut qu'il soit éclairci, c'est quand on fait de l'explication causale, ne faisons pas de l'explication circulaire, pour utiliser le mot de l'explication par exemple, et surtout, à l'inverse, quand on fait de l'explication, quand on fait de la compréhension, ne faisons pas de l'explication causale. Puis considérons que les statuts de connaissance de chacune des familles sont différents aussi. Oui, il y a peut-être pas beaucoup de différence sur le plan méthodologique entre les sciences. Je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas distinguer les sciences humaines, sociales, les sciences exactes, etc. Mais par contre, l'objet d'étude est différent. Ouais.
C'est ça qui est le problème, parce que nous, on étudie la société. Là, quand tu m'expliques quelque chose, il faut que tu ratisses très large. Très large. Et moi, disons, je doute qu'on puisse expliquer quelque chose de façon absolue, définitive, en sciences sociales. Exact. En fait, c'est disons, la richesse et la misère des sciences sociales, c'est qu'on a un accès privilégié avec l'objet qu'on étudie. Parce qu'on a des intuitions sociales nous-mêmes, on a une idée de c'est quoi vivre en société, on a une idée de c'est quoi vivre des émotions, on a une idée de c'est quoi la rationalité, des choses qu'on a accès intuitivement. Tandis que, on parlait de physique nucléaire, c'est pas quelque chose qu'on a accès, le fonctionnement des atomes, oui, on subit le fonctionnement des atomes, mais on n'a pas une compréhension intrinsèque on n'a pas une idée de c'est quoi la conscience d'un atome, ou l'émotion d'un atome. Mais non, on n'a pas de lien de cet ordre-là. Et donc, c'est ce qui fait qu'en effet, en sciences sociales, il y a comme un objet qui est nécessairement engageant, parce qu'on est investi, on connaît à cause de ce lien-là particulier. C'est un objet qui est en effet extrêmement complexe. Il y a des philosophes des sciences qui vont dire ce qu'on a découvert des lois générales de l'univers, au final, c'est parce que c'était des lois qui étaient très simples à découvrir. C'est pour ça qu'on a été capable de les découvrir. Là, quand il faut produire des lois des sociétés, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de... puis on leur retrouve aussi ces possibilités-là, on en parlait dans la physique, mais en physique quantique aussi, il y a les mêmes débats là, sur tout l'ensemble de panoplie de possibilités. Et donc, en effet, il y a comme peut-être qu'on ne peut pas produire une connaissance du même type qu'en sciences naturelles à cause de l'objet qu'on traite, mais on peut produire peut-être aussi une connaissance qu'on ne pourra jamais produire de la nature grâce aux liens particuliers qu'on a avec notre objet de recherche parce qu'on le vit au quotidien. Super bon échange. Je m'étais placé sur la liste, puis ensuite je vous le donne. Moi, j'apprécie beaucoup la conférence et l'effort de clarification par rapport au statut des connaissances en sciences humaines, en histoire particulièrement. Il y a des auteurs que j'ai lus là-dedans, dont j'ai lu des œuvres, et c'est vraiment positif l'accueil que je fais de votre conférence. Sauf que j'aurai des remarques critiques. Il en faut. Il y a quelque chose qui m'a mis mal à l'aise dès le début. On a une pratique qui s'appelle l'histoire culturelle qui s'est développée en France et en Europe. Et ensuite, on arrive avec une théorie de l'historiographie, de sa validité, sa véracité, d'un point de vue épistémologique, en utilisant l'idée qui est valable d'ailleurs, de probabilité. Et on n'est pas sur le même plan de réalité. Ce qui se fait en recherche sur les vêtements, vous avez parlé de Norbert Elias et Serenity que j'ai lu et d'autres, ou sur la sexualité, peu importe. C'est quelque chose, c'est une pratique. Par contre, Tucker n'est pas un chercheur, n'a pas étudié, en fait, il n'est pas présenté comme tel. Mais il est historien ouais. dans la vie. Il est philosophe aussi, ouais, c'est ça. Il est les deux, ouais. Ok, il y a sûrement ces domaines particuliers d'intérêt et de recherche. On travaille sur le fascisme. Ah, ok. Sur les idéologies ou des grands phénomènes de masse. Exact. Ok. Mais de toute façon, mettre des accros entre une théorie de la pratique historiographique et une multitude de pratiques historiographiques, il y a quelque chose qui ne marche pas. On n'est pas au même niveau de réalité, de culture et de pensée. Et ça m'a mis mal à l'aise toute la conférence, malgré tous ses avantages. L'autre chose, c'est que ça concerne Tucker. Est-ce qu'on peut répondre tout de suite à oui. ça? Moi, je suis très partisan de répondre à chaque question. Oui. Et, si on accumule les questions, mon cerveau il s'embrouille. Oui, de ce que je comprends du malaise, c'est l'impression d'appliquer une grille d'analyse à un objet qui finalement échappait à cette grille d'analyse-là. Est-ce que c'est... Parce que la question du niveau de réalité, je ne suis pas tout à fait prêt à embarquer là-dedans, parce que Tucker
au final, comme je vous ai dit, il travaille sur des idéologies ou sur des choses qui sont quand même d'assez grande échelle, d'échelle comparable à ce que l'histoire culturelle peut étudier. La question pourquoi c'est important disons, de faire cette confrontation-là qui échappait à l'analyse initiale, c'est que l'histoire culturelle a généré, ou en tout cas a alimenté, énormément de positions sceptiques sur l'histoire en général. Parce que les critiques initiales de l'histoire culturelle, qui ont été adressées à l'histoire culturelle, ça a été de dire « OK, mais vous faites juste projeter votre propre culture dans ce que vous étudiez. » Là, après ça, les gens ont fait « Ah, mais attends, même quand on n'étudie pas des objets culturels, c'est ça qu'on fait aussi. Quand on étudie Marie-Antoinette, qui n'est pas un objet culturel, au final, on fait juste projeter notre propre psychologie dans Marie-Antoinette. » Là, après ça, ben là, ça s'est mis à débouler. On s'est mis à dire, ah, mais finalement, l'histoire, c'est toujours des mises en récit qui sont construites à partir de la position qu'on a dans le présent. Et c'est extrêmement fort, ces courants-là aussi, encore aujourd'hui. Les narrativistes, en général, c'est ce qu'ils vont défendre. Ils vont dire, l'histoire, c'est comme de la littérature. C'est une invention inspirée. C'est une invention inspirée. Et pourquoi c'était intéressant de ramener Tucker disons, dans le champ de bataille, c'est que Tucker, il arrive avec il réussit à sauver une partie du navire. Il réussit à dire, ben, écoutez, même si on considère qu'il y a plusieurs éléments de l'histoire qui sont sujets au biais, il y a une partie qui, elle, peut quand même être préservée en utilisant le calcul de probabilité, en utilisant les théories de l'information. Et de l'amener dans le champ de l'histoire culturelle, ben c'est dans l'objectif de faire ressortir à la fois les forces et les faiblesses de l'histoire culturelle et les forces et les faiblesses de l'analyse de Tucker. Puis selon moi, ça, c'est des bons travaux de synthèse à produire, avoir cette espèce de confrontation non naturelle qui fait ressortir le côté fort, le côté faible de chacune des positions. Puis moi, je travaille là-dessus, je peux vous le dire explicitement, mon doctorat est là-dessus. Comment on peut concilier tout le schème développé par Tucker, mais en écartant certaines faiblesses avec l'interprétation et les phénomènes culturels dans un sens large. Est-ce que ça donne... On peut oui, ça répond. La deuxième chose, c'est moins important, le deuxième volet, ça concerne Tucker et le choix qu'il fait d'utiliser la théorie de l'information. Ça s'est beaucoup répandu quand Michel Serres, des années 60, a publié Hermès, et ensuite, bon, ça a pris toutes sortes de formes. En biologie et en génétique, on se base sur l'information, bon, et l'informatique, évidemment, le mot en français le dit. Exactement. En anglais, c'est plus calcul, c'est plus mesure. Exactement. Et c'est vraiment, on trouve ça plus beau. Un ordinateur de l'informatique. Non, l'informatique, c'est anglais et français. Mais oui, je me suis trompé. Ordinateur, c'est plus beau que computer. Bon, c'est beaucoup plus vaste. Peu importe. Moi, je crois que c'est un préjugé du 20e siècle que de partir de la théorie de l'information à tout propos. Et ça en est un préjugé. Et quand ça devient un élément fondamental d'une théorie critique de la pratique historiographique, moi j'ai un doute en partant sur ça. On aurait pu mettre quantification, on aurait pu mettre vérification, on aurait pu mettre falsification. D'ailleurs, je suis certain que Tucker accepte à peu près tout ça. Là, aujourd'hui, en philo des sciences, c'est admis pas mal par tout le monde. Mais théorie de l'information, j'ai toujours une méfiance, comme si c'était une mode au 20e siècle, qu'on a fourré ça dans tout, dans l'explication de la vie, de l'origine de la vie, ensuite du fonctionnement des sociétés. Et ça, en fait, j'ai pas beaucoup d'arguments, sauf que je connais bien Michel Serres, je l'estime, je le connais personnellement. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, l'idée de l'importance de l'information dans tout domaine. C'est intéressant, puis en effet, moi je suis d'accord pour un élément, puis je vais donner la réponse que Tucker donnerait à ça aussi.
Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un effet de mode, puis ça c'est dans le domaine de la connaissance en général, on va toujours avoir des effets de mode. Et c'est d'ailleurs ce qui est super bien expliqué par Thomas Kuhn, les paradigmes, puis les manières d'aborder le monde, les méthodologies qui sont à la mode, et jusqu'à temps qu'on rencontre des problèmes, puis là on décide de passer à un nouveau paradigme qui semble mieux expliqué. Donc c'est quelque chose qui fait partie de l'exercice des sciences, qui fait partie, je pense, de l'exercice humain aussi en général. On a besoin d'avoir un lien commun, quelque chose de clair qui nous unit. Et en effet, actuellement, je suis tout à fait prêt à dire que la théorie de l'information, c'est une mode académique et c'est quelque chose qui est extrêmement, comme n'importe quelle mode, qui va être utilisé pour expliquer plein de choses diverses et jusqu'à parfois produire des abus. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Au même titre qu'en histoire, par exemple, il y a eu l'histoire sérielle à un moment, on parlait de quantification, où là, on quantifiait des données, puis le constat final, c'était on a tellement quantifié de choses, mais qu'est-ce qu'on explique au bout du compte? Donc, ça je suis d'accord. Toutefois, ce n'est pas un argument fatal pour les théories de l'information, c'est plutôt, disons, une invitation à la prudence, parce que le fait qu'une théorie soit à la mode, c'est aussi peut-être le signe qu'elle rencontre certains succès, qu'elle a un gros pouvoir explicatif. Et donc, on ne pourra jamais invalider une théorie en disant ben, elle est à la mode, donc il faut la rejeter. Ça irait terriblement mal si on fonctionnait comme ça. Mais certainement, ça nous amène aussi à dire ben, c'est pas parce qu'elle est utilisée par tout le monde qu'elle est nécessairement la meilleure et la vérité. C'est peut-être juste parce qu'il y a peut-être des raisons très matérielles à ça, que pour obtenir des subventions, écrit je travaille en théorie de l'information, tu vas obtenir des subventions à l'université. J'en connais quelque chose parce que je sors de mes demandes de subvention. Ce que Tucker va répondre, Tucker, il a le mérite d'être extrêmement intègre, je trouve, sur ce type de choses-là. Ce qu'il va dire, ben, de toute manière, on va toujours utiliser des théories. Comme ça, on va toujours employer des théories pour traiter de n'importe quoi en épistémologie. Et que ce soit le falsificationnisme, on a toujours un arrière-fond de théorie qui nous sert à nous orienter, nous diriger dans cette mer confuse qui est la connaissance. Mais ce que Tucker va dire, c'est, il va dire, pourquoi la théorie de l'information doit être privilégiée en histoire pour comprendre l'épistémologie de l'histoire? Mais c'est parce que c'est celle qui a les meilleurs taux de probabilité d'être vraie, selon lui. C'est-à-dire, c'est celle qui, en fonction de nos connaissances préalables, en fonction des données que l'on peut avoir, donc les données qu'on peut avoir dans le cas présent, ce serait tous les documents de recherche qui sont produits, qui semblent atteindre des résultats probants. Il dirait, ben, c'est la théorie qui a le plus haut taux de probabilité d'être vraie. Et en ce sens-là, ben, elle doit être privilégiée à d'autres théories. Puis Tucker, je suis sûr, il dirait, ben, si éventuellement quelqu'un arrive et fait « Regarde, j'ai une nouvelle théorie qui n'est pas la théorie de l'information, qui est une théorie nouvelle, et qui parvient dans le calcul de probabilité à obtenir un meilleur résultat », je pense que Tucker serait le premier à dire « Bon, on laisse tomber la théorie de l'information et on se dirige vers ça ». Ce qui fait que lui, il va favoriser la théorie de l'information en histoire pour comprendre l'histoire, c'est qu'il va dire que les autres théories actuelles ou celles qui ont précédé sont toutes arrivées à des écueils sceptiques. Tandis que celle-ci, ben, elle est encore préservée de l'écueil sceptique, d'une certaine manière. L'idée d'éviter de tomber dans le scepticisme et puis le relativisme ou le géomorphotisme et tout ça, ouais. Ça c'est évidemment, on ne peut pas être en désaccord. L'idée que, par contre, se plier au principe, ce qui a plus de probabilité d'être vrai doit passer avant tout, ça dépend. Ça me paraît un choix, ça me paraît une décision arbitraire. La rationalité et notre raison nous obligent à une honnêteté, à une précision, à une rigueur, mais ce n'est pas un absolu, la maximisation des probabilités. C'est complexe la connaissance et la rationalité, c'est très complexe, de raisonner.
Je serais plutôt, moi aussi, je pense qu'on est toujours dans la probabilité, là, mais là, je discute pour discuter. Oui. C'est pas. Ça me paraît déjà un choix de choisir ce qui est le plus de probabilité. Il n'y a pas un peu d'utilitarisme là-dedans, il n'y a pas un peu de positivisme, de néopositivisme. En tout cas, je relance pas, là, parce que je veux donner la parole, mais si vous voulez répondre, vous êtes un sac de philosophie. Oui. Et ensuite, ça sera monsieur. Ben oui, ben je peux y répondre. Et là, c'est drôle parce que j'ai dit dernièrement, il ne faut jamais dire en conférence je vais répondre rapidement, parce que souvent on dit je vais répondre rapidement, puis là, finalement on prend 20 minutes pour répondre. Donc je vais répondre rapidement. Non, mais en effet, la voie alternative mais là, il faut faire une distinction. Là. Les théories de l'information ne sont pas nécessairement pro-calcul de probabilité. Il y a quand même une distinction ici à faire. Il y a comme c'est apparenté. Souvent, les personnes qui vont travailler en théorie de l'information vont travailler en calcul des probabilités. Mais ce n'est pas nécessaire. Il y a des personnes qui peuvent travailler en théorie de l'information tout en étant dans un paradigme kantien avec des arguments transcendantaux. Puis, comme il peut y avoir des personnes qui vont travailler en calcul des probabilités sans croire à la théorie de l'information. Ils vont dire, le meilleur, c'est nos inductions les plus probables. Ce sont les inductions qui sont les meilleures, sans nécessairement parler d'information, puis qui vont conserver la définition classique de la connaissance de croyance vraie justifiée, par exemple. Ce qui n'est plus le cas en théorie de l'information. En théorie de l'information, la connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est des croyances qui sont appuyées sur l'information. Et donc, il y a plusieurs, variantes possibles. Puis en effet, Tucker, c'est sûr qu'il y a un choix, éventuellement qu'il faut produire un choix en épistémologie. Puis lui, son choix, il va défendre qu'il s'appuie sur qu'est-ce qui est court, qu'est-ce qui est observable. Il va dire, on fonctionne par probabilité. Pourquoi on s'en remettrait pas aux probabilités? Si on s'en remet aux probabilités, selon lui, la théorie de l'information est la plus probable, la plus génératrice de connaissances. Mais en effet, si on voulait vraiment amener Tucker dans une discussion robuste, on pourrait essayer de le ramener dans le champ des transcendantaux, puis dire non, il y a des vérités qui sont 100% vraies en tout temps, des vérités de la connaissance qui sont à 100% vraies. Et là, ça serait, moi j'aimerais ça être là et voir cette discussion-là. Ça serait probablement très, très intéressant. Monsieur, oui, mon nom c'est François Benoît. C'est intéressant. En fait, quand tu as apporté la théorie de l'information au début, tu as associé ça avec le bruit. Oui. Puis quand la théorie de l'information est arrivée pour la mécanique quantique, c'est dans les années 35 à 40. Puis après ça, en fait, c'était pour aller chercher de l'information dans le bruit. Les appareils généraux. Shannon. Puis Shannon, exactement. Après ça, ils sont, en fait, M. Turing qui est arrivé par après, puis a appliqué ça, lui, pour développer les modèles informatiques. Donc, c'est la base de l'outil. Parce que le modèle informatique est basé sur les théories d'information, et est basé également sur les probabilités. Exactement. Puis, en fait, maintenant, il y a des nouvelles théories. De toute façon, on a une conférence le 5 novembre, ça va être... On ne vous entend pas, monsieur. Je vais donner une conférence le 5 novembre. Oui. Ça va être là-dessus. Parce qu'au niveau thermodynamique, il y a toute la nouvelle thermodynamique depuis à peu près 1970 qui est basée sur la théorie des fluctuations. Donc, ce n'est plus la mécanique de Newton qui a survécu jusqu'en l'an 2000. Ça a été remplacé par la mécanique quantique des années, pas 2000, excusez, depuis 1900. Jusqu'à 1950, 1960. Après ça, ça a été remplacé par la théorie de Prigogine, qui est l'analyse des fluctuations. C'est à partir de ça qu'ils ont associé le monde vivant, parce qu'ils n'étaient pas capables d'expliquer le vivant avant ça. Absolument. Et la conférence que je vais prononcer le 5 novembre, ça va être ça. Comment à partir de ça, ils en sont arrivés à l'explication? Ils n'en sont pas arrivés encore.
Mais j'aimais ton modèle, toi, où tu parlais de l'étendue, précision, complexité, simplicité. Parce que la problématique qui arrive, ça référait à ce que M. Dehaye disait au niveau des sciences sociales. La problématique des modèles qu'il y avait en sciences sociales, c'est que la précision n'était pas bonne parce que le modèle était trop large. Ils vont en chercher trop, ils veulent trop aller chercher d'informations. Aussitôt que tu décortiques, là, tu vas augmenter ta précision. C'est exactement ce qu'ils font en sciences. Hein, ils vont dire pourquoi qu'un tel s'accentre sur tel atome. Ben oui, mais c'est tel atome qui est très important dans toute la structure globale de la Terre. Exact. Comprends-tu? Et au niveau société, c'est la même chose qui se produit. Pourquoi les modèles économiques vont planter bien elles? Ils essayaient de tout mettre dans la même boîte. La seule chose qu'ils n'ont pas mis, qu'ils n'ont pas été capables de mettre, c'est l'humain. C'est bizarre. Là, c'est lui au niveau de la société. C'était peut-être le plus important, il ne savait pas comment prédire son comportement. Au niveau de ta précision, quand ton modèle n'est pas capable d'avoir une précision, c'est que ton modèle est trop grand. C'est pour ça qu'au lieu du mot étendu, si tu mettais le mot compliqué au lieu d'étendu, quand le modèle est trop compliqué, ta précision ne sera pas bonne. Alors, ce que tu l'as fait, tu pétisses. Donc, ta complication, c'est parce que tu as trop de structure, tu analyses trop de choses en même temps. Puis là, j'ai compris peut-être le titre de ta conférence quand tu parlais d'histoire culturelle, parce que tu peux y aller par les vêtements, tu peux y aller par les couleurs, comme tu disais au début. Même les vêtements, si tu essaies d'expliquer tous les vêtements en même temps, tu vas avoir des problèmes. Explique les bottines, explique les gants, explique les cravates, explique les dos. Là, tu vas tirer un thème de quelque chose. Voilà, c'est tout. Oui, ben c'est ça. Les sciences sociales de tout temps, ça a été énormément dévalorisé, mais ça reste quand même un projet de connaissance extrêmement ambitieux et extrêmement fondamental et crucial aussi, parce que ça rejoint finalement les questionnements existentiels les plus profonds qu'on va se poser hein, sur pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Comment dois-je vivre, pour les questionnements éthiques. Et en effet, le grand problème, c'est que souvent, pour que les travaux soient significatifs ou semblent nous apporter des réponses à ces questions fondamentales, on n'a pas le choix de se lancer dans des objets, des échantillons qui sont impossibles à couvrir pratiquement, parce qu'il y a tellement de données à retirer de ces échantillons-là. Tucker, face à ça, il reste quand même optimiste sur le projet. Il reste quand même optimiste, mais il invite justement à délaisser les grandes philosophies de l'histoire qui essaient d'expliquer toute l'histoire avec un principe transcendantal, l'esprit chez Hegel, qui se résout sur lui-même, ou le communisme chez Marx, qui est l'aboutissement de l'humanité. Donc, il invite justement à éliminer ces grandes généralisations-là qui sont justement extrêmement imprécises, extrêmement vagues, voire tautologiques, et d'aller vers une connaissance qui est plus humble, mais qui va être tellement plus haute en termes de probabilité qu'en accumulant ce type de connaissances-là à haut taux de probabilité, ben on va être plus avancé qu'en ayant une grande chose qui a un très faible taux de probabilité, mais qui a beau être inspirant puis nous donner envie de devenir des êtres de raison accomplis dans la grande fête de la raison, mais qui, dans les faits, reste du domaine davantage de l'idée, non pas de la connaissance. C'est une bonne conclusion naturelle.